Alors c'est nous trois qui avons l'honneur de commencer, mais malgré tout je remercie beaucoup Madeleine et Marie de nous réunir ici ce soir et d'avoir tout si bien organisé. Et je vous remercie aussi à vous toutes et tous d'être si nombreux pour cette soirée. Et je me réjouis de l'entendre avec vous et de vous accueillir à mon tour, Fabrice Adjadj et Gaël Giraud. Alors Fabrice Adjadj, vous voici donc grand-père, mais vous êtes aussi philosophe, romancier, auteur de pièces de théâtre, chanteur. Vous dirigez encore pour quelques mois l'Institut Philanthropos, un centre d'études consacré à l'anthropologie chrétienne, basé à Fribourg et qui offre des formations de haute tenue. Vous êtes connu pour vos écrits précis, stimulants, rédigés dans une langue malicieuse. Vous y témoignez de l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire de la vision de la nature humaine que propose le christianisme. Vous portez joyeusement le fer au monde contemporain, à nos rapports avec la technique, la mort, notre corps, l'espérance. Le titre de quelques-uns de vos essais donneront la tonalité de votre plume, et je les cite, « La profondeur des sexes, la foi des démons, résurrection, mode d'emploi ou réussir sa mort ». C'est pratique et toujours bon à prendre. Votre dernier ouvrage, court, profond et savoureux, s'intitule « Noé », avec pour sous-titre « Commencer à la fin du monde ». Il a été joué hier, ici même, sous forme de pièce de théâtre, et on peut également le retrouver aux éditions Salvator. Vous verrez qu'il y a d'ailleurs un stand de l'UOPC à la sortie pour retrouver tous les livres de nos deux invités. Gaël Giraud, vous n'avez pas dévalé les coteaux des Alpes suisses, mais l'escalier d'à côté, puisque le prêtre jésuite que vous êtes vit pour l'heure dans la communauté jésuite bruxelloise attenante à ce théâtre. Vous êtes économiste, docteur en mathématiques et en théologie. Vous avez parcouru le monde pour vos engagements et vos recherches dédiées ces dernières années à la justice sociale et à la transition écologique. Personne n'est indifférent à vos critiques sévères et argumentées envers le néolibéralisme et la finance contemporaine, alors que vos discours sont très largement écoutés par le biais de podcasts célèbres auxquels vous avez participé, de vos nombreuses conférences, d'institutions dont l'Institut Rousseau, dont vous êtes le président d'honneur, et bien entendu par vos essais de référence. Je citerai simplement le facteur 12, « Pourquoi il faut plafonner les revenus », que vous avez écrit avec la philosophe Cécile Renoir, et « Composer un monde en commun », une théologie politique de l'Anthropocène, publiée au Seuil en 2022. Je tiens aussi à préciser qu'ici en Belgique, vous participez aux travaux du Centre Avec et de sa revue, la revue En Question, dont je recommande très chaudement et très sincèrement la lecture. Alors voilà, j'aime penser au patriarche Noé justement, au patriarche Noé au pied de son paquebot. La terre d'Orient embaume encore de la chaleur de l'été, mais le ciel est lourd et chargé depuis quelques jours. Puis soudain, ça y est, le vieil homme sent la première goutte. Il appelle ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Puis de la paume de la main, il caresse une dernière fois le bois gonflé de son arche, comme pour l'encourager et tester son étanchéité avant d'y embarquer. Aujourd'hui, je ne sais pas où en est le ciel d'Europe. Est-il lourd et chargé ? Quoi qu'il en soit, je vois que nos dirigeants testent eux aussi leurs chars et leurs armées, que mes collègues scrutent leur CV pour savoir s'ils survivront à ChatGPT, qu'ils regardent leurs fils et les filles de leurs fils pour espérer qu'ils connaîtront encore les subtiles merveilles des 4 saisons au climat tempéré. Alors, que peut-on leur souhaiter ? Que pouvons-nous espérer ? Les déluges anthropologiques, climatiques, démocratiques, techniques qui nous attendent vont-ils engloutir ce que nous aimons ? Et vous, tous les deux, que souhaiteriez-vous sauver, mettre en avant et valoriser, et comment ? Ce sera tout le thème de notre soirée. Alors nous avons une bonne heure de discussion, puis nous prendrons quelques questions de votre part publique. Ces questions, vous pourrez les adresser à Baudouin en scannant le QR code qui s'affiche et en les lui envoyant. Vous verrez, derrière ce QR code, il y a un petit bijou d'application technique qui permet cela.
Et il y a même, m'a dit Baudouin en souriant, la possibilité d'y réécrire votre question par le biais de l'intelligence artificielle. C'est vous dire si c'est perfectionné. Alors, pour commencer, je commence par vous, Fabrice Adjadj, et je commence peut-être par une question existentielle. Nous découvrons chaque année davantage les merveilles du monde animal. Vous avez d'ailleurs écrit à son sujet. Des merveilles que nous pensions, nous, les hommes, être les uniques détenteurs, des bribes de facultés de communication ou de conscience. Et de l'autre côté, il y a l'intelligence artificielle qui réalise avec talent des tâches qui nous étaient, pensions-nous, destinées. Est-ce que nous, les êtres humains, nous ne vivons pas aujourd'hui une crise existentielle majeure et inédite, ne sachant plus ce qui nous est propre, ce qui nous distingue des animaux d'une part et des machines d'autre part? Dans quel doute cette crise existentielle, sans doute, pourrait-elle nous faire sombrer? Merci Bosco de la présentation. D'abord, pour revenir justement à l'actualité de Noé, la grande tradition, disons, de lecture, notamment de la lecture rabbinique de ce passage, et ça se trouve déjà chez Rachi de Troyes et chez des rabbins bien plus anciens, mais disons que c'est confirmé et fixé dans la tradition juive par Rachi, c'est que l'histoire de Noé, c'est qu'avant le déluge, on est dans une société en liquéfaction, c'est-à-dire où on ne sait plus où sont les frontières. Et c'est ainsi que commence l'histoire de Noé. D'abord, ces sortes d'anges déchus, en fait, les Néphilim sont descendus sur la terre pour s'unir avec les filles des hommes. Puis après, on nous dit que toute chair avait corrompu sa voie sur la terre, c'est-à-dire sortir d'un chemin tracé. Voilà. Et à partir de là, les rabbins disent que les humains se sont mis à copuler avec les bêtes, et donc on ne savait plus la frontière entre l'homme et la bête. Et je fais référence à ça parce que la question que vous posez, c'est cette question-là, cette question de qu'est-ce qui distingue l'homme d'un côté, effectivement, des autres animaux. Et il est certain que nous sortons de la période de la modernité où on disait l'homme et l'animal. Moi, je suis plutôt aristotélicien, donc je dis l'homme et les autres animaux, ce qui veut dire que l'homme est un animal, mais qu'il a aussi une altérité propre, une différence spécifique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à la fois, on ne cesse de découvrir de nouvelles espèces et on en détruit, voilà, un grand nombre, comme si d'ailleurs tout devait... découvrir une nouvelle espèce, enfin, achever la connaissance d'une espèce pour l'homme, c'était la consigner entièrement dans un livre, de telle sorte que le dernier spécimen disparaît, quoi. Et comme ça, elle est passée entièrement dans notre connaissance. Enfin, il y a une sorte de violence qui est presque de cet ordre-là dans une certaine connaissance humaine. Et puis, de l'autre côté, effectivement, l'intelligence artificielle qui a l'air de nous déposséder de nos pouvoirs, etc. Donc, l'absence de frontières. Et d'ailleurs, il y a une philosophe américaine assez connue qui s'appelle Donna Haraway, qui a écrit en même temps un livre, un manifeste, où elle explique comment elle donne des baisers langoureux à sa chienne, qui s'appelle Cayenne Pepper, voilà, troublant la frontière entre l'homme et l'animal. Et puis de l'autre côté, elle a fait un manifeste en faveur du cyborg. Et elle rêve d'ailleurs des communautés où chaque homme, par des dispositifs aussi électroniques, est rattaché à une espèce animale, lui permettant aussi de percevoir en partie comme cette espèce, etc. Donc elle est vraiment dans cette idée d'une sorte de fusion. Et elle dit, le propre de l'homme, c'est de brouiller les frontières. Très intéressant, c'est-à-dire que vraiment c'est la version noachide, enfin l'opposé de ce qui nous est dit dans l'histoire de Noé. C'est donc un déluge qui risque de nous tomber sur la tête. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui est futur, c'est-à-dire je suis pas là pour faire Nostradamus et dire demain ça va être... La question c'est quelles sont déjà les forces de liquéfaction en place dans nos modes de pensée, la déliquescence en place. Donc c'est ça qui est en jeu. Or pour moi,
mon sentiment, hein, mais après on va en parler, ça va être le suite de cette journée, de cette discussion, et puis on va avancer, je ne veux pas prendre trop de temps. Mais au contraire, on est dans une époque vraiment formidable, parce que, enfin, face à l'intelligence artificielle, la question se pose de savoir ce qui est proprement l'intelligence humaine. Face à la redécouverte de notre être en tant que vivant, la question se pose de savoir ce qui aussi nous spécifie en tant que vivant. Et donc, pour moi, en tant que penseur, en fait, ces remises en cause nous font remonter vraiment à la question de la cause, de ce qui spécifie. Voilà. Et par exemple, pour la question de l'école et de l'intelligence artificielle, pour vous donner un exemple, puis je m'arrêterai là pour commencer, mais c'est une question qui s'est posée pour moi en constituant l'Institut Philanthropos et dans son évolution. C'est que, au fond, les professeurs se disent, mais comment est-ce qu'on va faire si nos élèves ont recours à ChatGPT pour faire leurs devoirs ? Et donc, on cherche des procédures, soit pour les empêcher de le faire, soit pour pouvoir s'assurer qu'ils l'ont fait et les sanctionner. Donc, l'école du futur, ce sont des élèves qui font des devoirs avec des intelligences artificielles, qui sont corrigés par des intelligences artificielles, avec des professeurs et des élèves qui sont dans la classe et qui bluffent tous les deux, parce qu'aucun des deux n'a envie d'être là. Ça, c'est l'école d'aujourd'hui. Hein. C'est une réalité. Et donc la question, pour nous, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a recours à cela ? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'école pour qu'on ait pu avoir recours à cela ? Et pourquoi est-ce que, justement, l'école ne propose pas, n'arrive pas à dépasser notre désir de déléguer cela à des machines ? Donc d'où vient, en fait, cette délégation à des machines ? Où on est prêt à envoyer quelqu'un d'autre à notre place, et même quelque chose d'autre à notre place, plutôt que d'être là. Donc ça, c'est la grande question. Et il faut se poser cette question. Justement, Gaël Giraud, si je rebondis sur cette question de l'intelligence artificielle par rapport, par exemple, au marché du travail, l'intelligence artificielle, ce n'est plus un secret pour personne, va le bousculer fondamentalement. Est-ce que vous voyez ça comme une occasion à saisir, une chance, ou bien cela va tellement nous bousculer que cela va nous plonger dans une crise sociale et par suite peut-être existentielle et identitaire ? Oui, ça va, vous m'entendez ? Oui, ça marche. Je vais essayer aussi de répondre je vais répondre à la fois à la question de Fabrice à la fin, et puis celle que vous venez de poser. Donc peut-être, je vais commencer simplement par rappeler pour tout le monde, pour qu'on se mette d'accord là-dessus, l'intelligence artificielle, c'est une métaphore pour désigner des logiciels qui n'ont rien d'intelligent, qui sont des empilements d'interrupteurs. Un neurone, quand on parle de réseau de neurones, un neurone, c'est un interrupteur. Un interrupteur, c'est un outil qui fait passer ou non le courant. Oui, non, 0,1. Vous avez des interrupteurs un tout petit peu subtils. Quand vous appuyez dessus, ils font traverser le courant, mais la lumière monte progressivement avant d'être au maximum. Appelons ça un interrupteur subtil. Un neurone, dans les réseaux de neurones, qui sont omniprésents dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un interrupteur subtil, pas plus que ça. Et donc l'IA, c'est des empilements de couches d'interrupteurs subtils, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la manière dont un cerveau fonctionne, des synapses, un système nerveux. Bon. Donc ça, c'est une énorme métaphore, et ces machines, de mon point de vue, n'ont strictement rien d'intelligent, premièrement. Deuxièmement, oui, ça va évidemment bouleverser le marché du travail, parce qu'il y a un certain nombre de tâches répétitives, automatiques, qu'on va pouvoir déléguer à ces machines. Mais ça pose d'énormes questions dès aujourd'hui, qui ne sont pas exactement celles de la tienne, Fabrice, mais je vais y revenir, mais qui sont des questions à la fois politiques, juridiques, éthiques, colossales. Donc j'en nomme juste 3. C'est l'usage de l'IA dans la médecine. Donc on a maintenant, vous savez ça, des logiciels spécialisés qui ont été entraînés, par exemple, pour identifier des cas de cancer à partir des symptômes qu'on observe aujourd'hui, et qui font ça mieux que la plupart des médecins, même les plus compétents. Parce que c'est vrai qu'ils ont digéré davantage de données. Bon, ok. Et donc ça, c'est très utile. Mais la tentation va être forte, et elle est déjà là, de remplacer carrément le médecin avec lequel vous avez un dialogue, ou j'ai un dialogue, par une machine.
Et ça, c'est nier que dans le dialogue avec un médecin, il y a quelque chose de la thérapie qui se joue déjà là. Je prends comme exemple des personnes que je connais qui souffrent d'un cancer. Bon, la relation qu'elles ont avec leur cancérologue est fondamentale. Et ça fait partie de la thérapie et de la possibilité de la rémission. Il y a une espèce d'alliance implicite qui se noue entre le patient et le médecin, qui ne se nouera jamais avec une machine. Et donc la tentation de remplacer le médecin par une machine, c'est croire que le médecin, c'est juste une banque de données qui fournit un catalogue de vos symptômes et un diagnostic. Non, c'est quelqu'un avec qui j'entre en relation parce qu'il est capable ou elle est capable de prendre ma place comme patient sans quitter la sienne et de comprendre de l'intérieur un peu ce que je vis. Et c'est dans cette relation-là qu'il y a quelque chose comme un début de chemin de thérapie qui s'inaugure, à mon avis. Deuxième exemple, très rapidement, la question de la justice. Aux États-Unis, maintenant, vous avez des IA qui ont été entraînés sur la quasi-totalité de la jurisprudence américaine. Et donc vous avez des tribunaux dans lesquels le juge, quand il prend une décision qui n'est pas celle que recommande la machine, est obligé de se justifier 3 fois plus que ça n'était le cas précédemment. Parce qu'évidemment, ceux qui sont lésés par la décision contestent en disant « mais ce juge est nul, la machine disait exactement le contraire, je devrais être blanchi » ou le contraire, peu importe. Oui, bon. Et donc là aussi, il y a un enjeu colossal parce que si vous connaissez des magistrats et des juges qui font ce métier, en fait, leur travail fondamental, c'est d'essayer de se mettre à la place des personnes qui sont dans le cas qu'ils étudient et de comprendre pourquoi il a fini par assassiner sa femme. Vous voyez ? Peut-être qu'elle était insupportable, mais peut-être que c'est lui qui est complètement à côté de ses chaussures. Vous voyez ? Donc ce travail-là, qui en fait amène à la décision finale du juge, qui est un jugement, aucune machine ne peut le faire. D'autant que si la machine est entraînée sur les données du passé, ce qui est le cas forcément, par construction, elle reproduit les biais du passé. Et donc, dans le cas de la justice américaine, elle reproduit le fait que, pendant des années, des décennies, cette justice a été raciste, misogyne et une justice de classe, fondamentalement. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va rendre justice aujourd'hui. Voyez ? Deuxième exemple. Le troisième exemple, qui a été abondamment cité par le pape François dans ses derniers textes sur l'IA, c'est la question des machines létales autonomes. Donc, des machines qui peuvent prendre la décision de tirer sur quelqu'un et de tuer quelqu'un sans qu'il n'y ait aucun humain qui n'ait appuyé sur un bouton. Alors imaginez que cette machine fasse une erreur et qu'elle exécute un innocent, un enfant qui était là par hasard, et bon, le système de reconnaissance de la machine a cru que c'était un ennemi et l'a abattu. Alors qui est responsable de la décision ? Mais personne. On ne va pas aller faire un procès à la société privée qui a vendu le logiciel parce que la machine a exécuté un enfant. Et donc, vous voyez bien qu'on est en train de, à ce moment-là, s'autoriser à mener une guerre dans laquelle plus personne n'est responsable des décisions qui sont prises dans cette guerre. Donc, par exemple, le concept même de crime de guerre disparaît, il est vidé de son sens. Vous n'allez pas accuser une machine d'avoir commis un crime de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ? A fortiori, le concept de crime contre l'humanité, et donc toutes les règles de la guerre comme telles, sont potentiellement remises en cause. Donc là, c'est 3 lieux fondamentaux. Alors, pour résumer, à mon avis, ce qui est derrière ça, c'est l'incapacité fondamentale d'une machine à prendre la place de l'autre. Et le fait que ce qui peut-être nous caractérise, au moins en partie, pas les seuls, alors ça rejoint maintenant la question que tu posais Fabrice, c'est que nous sommes capables de vivre quelque chose de cette expérience spirituelle qui est consentir à me mettre à la place de l'autre sans quitter la mienne, pour comprendre l'autre, aimer l'autre, entrer en relation avec l'autre. Bon. Ça, c'est une expérience spirituelle humaine, profonde, qu'une machine ne peut pas faire. Après, si j'essaie de répondre à la question pourquoi dans nos écoles, on a fini par consentir à essayer de déléguer la relation pédagogique, où là aussi, c'est fondamental que le professeur, l'instit, puisse se mettre à la place de son élève. Sinon, c'est un mauvais prof, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a osé faire ça et être tenté de déléguer ça à une machine ? Je crois parce qu'il y a une tentation gnostique derrière l'imaginaire de l'IA, qui est qu'on pourrait viser une humanité sans corps. C'est ça qui est visé. Donc lorsque des sociétés de la Silicon Valley proposent qu'on puisse transplanter la conscience de quelqu'un dans une machine, c'est faire croire qu'une humanité vivante est possible sans corps, parce qu'une machine n'a pas de corps. Voilà. Et ça, c'est un vieux fantasme qui habite, y compris le christianisme, et contre lequel le christianisme lutte depuis 18 siècles maintenant. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Justement, je reprends l'exemple du livre de Noé que vous avez écrit.
les contemporains de Noé, ils ne comprenaient pas finalement pourquoi Noé voulait se battre pour poursuivre l'aventure humaine qui est par essence tragique et douloureuse. Et ils ont préféré en terminer, si je vous ai bien lu, par une grande orgie plutôt que de poursuivre ce tragique. Est-ce que nous, la question est peut-être grave, mais est-ce que nous, êtres humains aujourd'hui en 2025, on aura la force intérieure pour se dire justement je ne veux pas céder aux facilités de la machine, je veux préserver cette alliance que j'ai avec mon médecin, mais ça vaut aussi pour la question écologique, évidemment, je veux préserver une relation ajustée à la Terre. Est-ce que vous voyez que nous, on aura justement les ressources, Fabrice Adjadj, pour ne pas céder à ces facilités ? Alors, d'abord, je vais reprendre, parce qu'il y a le dialogue entre nous aussi, Gaël, mais j'entends très bien ce qui a été dit, c'est vraiment dans la continuité. Non, la première chose, c'est que, de fait, les cas que tu as mentionnés, Gaël, en réalité, nous montrent combien ces défis sont précieux. Parce que combien de médecins disaient le cancer de la 306, là, comment tu le vois, Roger? Vous voyez, bon, est-ce qu'ils avaient des rapports interpersonnels? Bon, deuxièmement, les juges, oui, c'était devenu aussi une mécanique jurisprudentielle où dire la justice comme un acte responsable et personnel n'existait plus, et où la guerre devient montée aux extrêmes, c'est-à-dire lieu même du déshonneur, de l'écrasement de l'autre et jamais de l'exposition de soi. Et c'est une histoire d'ailleurs très ancienne, puisque dès la folie d'Hercule, Euripide se pose la question de dire mais est-ce qu'on a le droit de combattre avec des arcs à distance, comme ça, sans s'exposer soi-même? Donc en fait, toutes ces choses-là, c'était des tendances, ce sont des tendances qui sont en nous déjà, mais que tout d'un coup, une substitution peut se faire par la machine, ce qui fait que ça vient revisiter complètement, par exemple, la classe. Tu dis le corps, mais c'est quoi le corps dans une classe? Quel est le rôle du corps du professeur, du corps des étudiants? Comment repenser une institution scolaire de telle sorte que le corps est reconnu dans ce qu'il est? Est-ce que le temps qu'on passe assis, le fait qu'un professeur est l'équivalent d'une sorte de je sais pas, d'hologramme, voire par certains lisent des polycopiés, certains... Donc voilà, et puis l'autre chose, mais qui était en filigrane dans ce que tu disais, c'est aussi la quête de la sagesse. C'est-à-dire que la science était ordonnée à la sagesse, et la sagesse, c'est une question de vie ou de mort. Qui peut être... ce qui concerne l'amour, si j'ai un rendez-vous amoureux, je n'envoie pas une machine à ma place. Donc, ce qui concerne vraiment le propre sens de ma vie, ma destinée, je n'envoie pas une machine à ma place. Donc la question, c'est que dans les écoles les plus élémentaires, la question de la chair et la question du destin, si j'ose dire, reviennent au centre. Ce qui signifie qu'on doit retrouver finalement ce qui ressemble avant l'université, ce qui existait avant l'université, et moi je suis pour, d'une certaine façon, la disparition de l'université, contre le MOOC, qui ne peut pas résister au MOOC, qui ne peut pas résister au ChatGPT, mais retrouver quelque chose qui rappelle le studium monastique. En fait, voilà, où il y avait cette... C'est-à-dire le studium un studium monastique, ça veut dire que l'étude était fondamentale, mais on avait l'impression de vivre avec d'autres quelque chose d'important. On vivait une communauté, la relation interpersonnelle est fondamentale. Il ne s'agissait pas de se retrouver pour entrer dans une communication et pour obtenir des informations, mais au contraire, l'information, la communication était pour une communion. Donc c'est ça qui primait. Et d'autre part, que tout cela était donc la proximité, le corps est là, et tout cela en vue quand même de la question de la destinée éternelle, de ma mission sur cette terre. Donc c'est ça un studium. Et il ne faut pas oublier que l'université est d'invention assez récente, somme toute, à l'échelle de l'humanité. Je suis pas en train de dire, je suis en train de dire qu'elle a atteint en fait un point extrême après à l'époque postmoderne, et que tout d'un coup elle se retrouve contestée
et légitimement contesté. Alors maintenant, j'en arrive à la question. À la fois, il y a quelque chose de nouveau dans notre situation qui fait que, bon, pourquoi est-ce que les gens préfèrent faire une grande orgie, une grande teuf? Pourquoi est-ce qu'on va vers une sorte de pis-aller aussi? Parce qu'il faut bien voir, hein, les mêmes qui se disent responsables, en fait, s'enfoncent. D'abord, ils sont pris dans le système. Vous voyez, l'idée même alors qu'on peut se parler, alors vous pouvez parler, de passer par un ça, là, et d'utiliser une intelligence artificielle, c'est-à-dire une dépense énergétique énorme. C'est-à-dire, si vous faites tout cela, c'est comme si on prenait un vol transatlantique. Donc, vous voyez, il y a un truc complètement fou. Donc, tout le monde est pris dans ce truc, voilà, et on fait semblant. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait semblant? D'abord parce que on ne sait plus faire. On ne sait plus faire, en fait, avec moins. Enfin, plutôt, on ne sait plus faire ce qui est le plus rudimentaire, c'est-à-dire ce que le moindre sauvage sait faire, c'est-à-dire se planter devant quelqu'un et lui poser une question en face. Bon, c'est quand même voilà, bon, ça c'est quand même incroyable. Et l'autre aspect qui est vraiment nouveau, il faut dire, c'est que nous avons une conscience extrême de la finitude de l'espèce humaine, de la finitude de la Terre. Parce qu'on aura beau dire, bien sûr qu'on peut retarder autant que possible, mais il y a une usure de la Terre. On sait que de toute façon, l'humanité, à horizon mondain, court à sa disparition. Et toutes les espèces. Et on ne peut pas revenir à une religion de la mère nature, c'est fini. Enfin, je veux dire, la science a abrogé complètement cette possibilité-là. Donc, face à cette sorte de sentiment d'imminence ou de conscience de l'extinction, il y a une manière de dire, ok, faites vos jeux, rien ne va plus, chacun tire son épingle du jeu. Et c'est pour ça qu'on voit des mouvements très extrêmes, on voit des jeunes garçons, vous avez vu ce qui s'est passé à Nantes, là, un garçon qui a donné des coups de couteau à ses camarades et qui a écrit un manifeste critiquant l'écocide, etc., qui a l'air d'être fait par une intelligence artificielle à certains moments, mais on voit que c'est plutôt un garçon un peu autiste, et un garçon en même temps dont on voit le désespoir profond. Donc on ne sait pas, voilà, c'est ce qu'on voit, cette autodestruction, elle est en place comme une sorte de fuite en avant. Voilà. Alors, donc, il y a ça qui est le fait pour ça qu'on veut se déresponsabiliser, qu'on veut déléguer à des machines, qu'on ne veut plus se poser la question de qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce qui me permet de me lever le matin, qui me donne... Voilà. Il y a un vrai désespoir latent. Donc ça, c'est la situation contemporaine. Et de l'autre côté, l'intelligence artificielle, c'est un très vieux truc en même temps. Parce que, bon, l'idée que le monde puisse finir... Mon livre sur Noé, mon récit sur Noé, c'est un récit sur le commencement. Ça s'intitule bien « Commencer à la fin du monde ». Je dis toujours que le christianisme commence après la fin du monde. Donc, vous voyez, quand on est chrétien, il n'y a pas de problème. On continue à faire des enfants, même si on nous dit que... On continue à faire des enfants même sur le Titanic, si vous voulez. D'accord ? Pas de problème. On sait que c'est pour la vie éternelle. Mais... il y a une chose très ancienne, c'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire faire quelque chose qui est l'œuvre de nos mains, que nous avons produit nous-mêmes, que nous avons fabriqué nous-mêmes, et tout d'un coup déléguer à cette chose le soin de la justice, le soin de la guérison, le soin de tout ce que tu as décrit, en fait, correspond exactement à un phénomène qui est très ancien, et la Bible ne cesse de parler de cela. Et où le simulacre, l'idole, c'est bien le sens du terme, même pour Platon, le simulacre prend la place du réel parce que le réel m'engage, m'expose. Parce que c'est plus facile d'envoyer un drone que de m'exposer personnellement. Le problème, c'est que quand je m'expose personnellement, le type d'en face peut se dire « Ah ouais, voilà un brave ». Et il peut y avoir, c'est ce qu'on voit exactement dans l'Iliade, la reconnaissance de la bravoure chez celui qui est en face. C'est-à-dire dans l'exposition de soi et dans le courage,
on passe, il n'y a plus le camp numéro 1 et le camp numéro 2, et on va en foutre plein la gueule au camp numéro 2. C'est pas comme ça, parce qu'en face, on se dit, ah mais celui-là, il a été plus vaillant, il a épargné celui qu'il aurait pu tuer, voilà. Et donc, s'il n'y a pas d'exposition de soi, c'est fini. Être juge, bien sûr, c'est s'exposer aussi à des contestations, à des appels, à des procès en retour. Et de la même façon, être médecin, eh bien oui, la relation interpersonnelle. Mais plus j'ai une relation interpersonnelle, parce que c'est dur d'être médecin, d'avoir des gens qui meurent tous les jours, qui souffrent tous les jours, eh bien plus je suis dans le tragique. C'est plus facile de me mettre derrière une sorte de technicisme, parce que sinon, c'est comment un cœur humain peut supporter autant de morts, autant de souffrances, autant... Voilà, donc effectivement, on doit renouer avec la vérité du tragique de l'existence, mais c'est un tragique qui est celui de l'espérance. C'est-à-dire si on continue, si on traverse, c'est parce qu'on a une espérance qui traverse ce monde. Et c'est ça l'enjeu. Gaël Giraud, justement, je me permets de vous poser une question à l'économiste que vous êtes. Je reprends l'exemple du studium de Fabrice Adjadj. Est-ce que justement, dans les systèmes économiques dans lesquels nous sommes pris, c'est possible de retrouver des lieux, que ce soit dans la médecine, dans la justice, dans le travail ou dans l'école, qui soient des lieux justement respectueux de ce que nous sommes, de nos corps, de nos relations interpersonnelles ? Ah oui, certainement. Bon, c'est une énorme question. Le point, c'est à cesser de croire que la maximisation instantanée du profit est l'alpha et l'oméga de la vie économique. Et donc renouer avec un rapport à l'économie qui soit complètement différent de celui qui a fini par s'imposer au cours des 40 dernières années, disons, pour simplifier les choses beaucoup. Là-dedans, il y a un endroit qui est absolument clé, qui est celui de la finance. La financiarisation de nos relations économiques fait que même les chefs d'entreprise qui veulent avoir une entreprise humaine où la qualité de la relation prime et où on tienne compte, par exemple, des dégradations environnementales, peuvent être mises en difficulté par les actionnaires du groupe qui vont dire « mais nous, on veut du 15% de rendement sur action chaque année, donc vous vous débrouillez, ou bien sinon, on changera de CEO ». Voilà. On a connu ça en France, par exemple. Il y a des patrons d'entreprises tout à fait remarquables qui ont été débarqués tout simplement par leurs actionnaires parce qu'ils ne maximisaient pas le dividende. Et puis, depuis 2 ans et demi maintenant à peu près, on a des grands groupes de gestion d'actifs, d'asset management en anglais, pour ne pas nommer BlackRock et puis d'autres, qui se désinvestissent des actifs verts ou des actifs prétendument verts. Après, on ne va pas rentrer dans le débat du greenwashing, mais qui ne font même pas l'effort au moins d'essayer d'investir dans des opérations qui seraient écologiquement vertueuses, au motif qu'ils se prennent des procès de leurs actionnaires qui leur disent « mais non, vous ne maximisez pas le rendement ». Voilà. Donc là, il y a un enjeu colossal qui est de désamorcer ce point et de dire l'objectif d'une entreprise, ce n'est pas de maximiser le profit. Le profit est une condition nécessaire, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'entreprise. L'entreprise, elle a un service à rendre pour le bien commun qui passe par le fait de faire du profit, si elle n'est pas rentable, voilà. Mais voilà, là, il y a une erreur qui a été commise depuis au moins une cinquantaine d'années, qui était celle déjà, en fait, de Friedman. Friedman a prétendu nous expliquer, Milton Friedman, que l'entreprise, c'est simplement une boîte noire qui produit du profit et qui doit le maximiser. Ça, c'est faux. Voilà. Mais là, si ce n'est par un déluge financier, on pourrait en sortir, des entreprises pourraient s'en sortir justement pour remettre la relation au cœur de leur objet ? Tout à fait. Ici en Belgique, par exemple, il y a des tentatives qui travaillent autour de l'entreprise à mission. Le groupe Kaya, qui est une pépinière d'entreprises écologiques avec quelqu'un de remarquable à la tête qui s'appelle Benoît Quitre, fait des choses tout à fait très intéressantes, essaye d'avancer dans cette direction-là. Donc il y a des tentatives. Il y a une réflexion par les juristes pour changer le code civil de manière que le statut de l'entreprise soit précisé comme, au fond, un projet commun qui réunit une communauté d'acteurs qui essayent de se mettre au service de quelque chose qui a un rapport avec le bien commun. Voilà. Donc tout ça est tout à fait possible. Nous ne sommes pas condamnés à subir la financiarisation. Ça suppose, in fine, tôt ou tard, qu'on régule les marchés financiers et qu'on se libère au moins partiellement de notre dépendance au financement par les marchés. Ça, c'est fondamental. Mais une fois que ceci est fait, je ne dis pas que c'est simple, on a tout à fait les moyens conceptuels, techniques, juridiques d'inventer un autre type d'entreprise. Et ça existe déjà, d'une certaine manière, la coopérative, très ancienne, et ne fonctionne pas sur ce modèle-là. Si, je vais juste dire une chose sur la liquéfaction à l'intérieur du langage, justement. On emploie des mots, par exemple, l'économie, qui veut dire précisément
les savoir-faire et les partages qui permettent de faire vivre une famille. Ça veut dire ça, économie, hein, chez les Grecs, quand même. Donc la finalité, c'était quand même ça. On emploie le mot marché, par exemple. Mais un marché, passer un marché, c'est un échange de paroles, c'est un vis-à-vis. Et on appelle économie de marché ce qui est l'absence de l'idée même d'un marché autorégulateur, qui est déjà la logique de l'intelligence artificielle. Enfin, n'oublions pas que derrière ça, il y a des logiques économiques, enfin des modèles économiques qui étaient à l'œuvre, qui étaient déjà des modèles algorithmiques où on nous disait les choses vont se faire toutes seules, quoi. Et donc, non, un marché, c'est toujours, j'explique toujours que la marchandisation d'un objet est une chose merveilleuse parce qu'elle suppose qu'on trouve le juste prix. Et pour parvenir au juste prix, il faut qu'il y ait un échange autobiographique. Par exemple, si je dis à Gaël, j'aime énormément ton pull, Gaël, j'aimerais bien que voilà, combien tu m'en demandes. Et puis alors il va me dire, mais moi tu sais, je suis un pauvre jésuite, j'ai qu'un seul pull. Alors je dis oui, mais moi j'ai 10 enfants, tu vois. Et alors on est obligé vous voyez, le souk, c'est extraordinaire le souk en fait. Mais en fait, c'est ça la marchandisation. Et même pour parler de finance, le mot financer, c'est un verbe transitif. On finance quelque chose, on finance quelqu'un. Et voilà que la finance existe, ce que Gaël appelle la financiarisation et les marchés financiers, c'est la finance pour la finance. On ne sait même pas qui on finance, quoi on finance, on veut avoir, c'est l'argent qui doit faire de l'argent. Bon. Et je me suis intéressé à une affaire très ancienne, et vous pouvez imaginer pour moi de famille juive combien elle m'intéressait, c'est que la famille Rothschild, pendant la guerre, a créé une joint venture avec je ne sais plus quelle compagnie allemande, pour fabriquer, comme les sites allemands de production avaient été détruits, pour fabriquer en France, un endroit qui a d'ailleurs été repris à un moment donné par la General Electric, pour fabriquer du Zyklon B. Donc voilà, qui était un produit à tout faire, hein, le Zyklon B, mais qui a servi notamment à détruire les Juifs dans les chambres à gaz. Ce qui fait que quand on est à un niveau où on finance des choses sans savoir exactement ce qu'on finance, qui on finance, quoi, on peut se retrouver dans une entreprise juive à financer les produits qui permettent à gazer les Juifs. Mais on ne le sait même pas, en plus on le fait, je dirais, presque innocemment. Et là encore, il y a une sorte de déresponsabilisation, parce qu'on est content aussi qu'il y ait cette espèce d'écran total, voilà. Donc voilà, on retrouve ici voilà, le fait que nous employons des mots qui sont pourvus d'un sens et qui forcément sont nés comme l'homme, avec la parole humaine, et donc qui renvoient toujours à des situations interpersonnelles, de communion, etc. Et on emploie désormais ces mots pour dire ce qui détruit ces relations. C'est ça qui est très étonnant. Et ça, c'est un phénomène justement de liquéfaction du langage, où nous n'articulons plus les choses. Enfin, je me permets aussi de revenir, Gaël Giraud, parce qu'on en a parlé avant cette soirée, sur le fait que demain, les catholiques célébreront la messe des funérailles du pape François, justement face à ces enjeux de la relation aux autres, à la terre, peut-être même face à ces enjeux du langage. Qu'est-ce que vous garderiez de l'héritage du pape François et de sa pensée face à ces défis ? Alors, heureusement qu'on a 3 heures pour répondre à la question. Moi, je dirais, il y a évidemment l'irruption de la question écologique avec l'encyclique Laudato Si, et sa réinscription à l'intérieur d'une question plus vaste qui est qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que d'être vivant ? Question qui est commune à la fois à Laudato Si, Fratelli Tutti, et puis l'exhortation apostolique Chelida Amasonia, et finalement la dernière exhortation, Laudate Deum, en 2023, octobre 2023. Et je crois que la réponse de François, c'est le fait d'être en relation. C'est ça qui rend vivant. Voilà. Et tout ce qui détruit, casse, abîme, défigure cette relation est de l'ordre du péché, n'est pas acceptable. Voilà. Alors, le plus intéressant, je crois, pour nous chrétiens, dans l'héritage de François, s'il fallait retenir une chose, ça reste, à mon avis, le synode sur la synodalité, qui doit encore accoucher de tout ce dont il est porteur, et qui fait entrer l'Église, à mon avis, dans une démarche qui, en fait, est à la fois la plus ancienne et très neuve, qui est de consentir à tourner la page de construction de l'Église dans laquelle il y a une administration bureaucratique, avec, disons,
Une bureaucratie qui est le clergé, qui administre des sacrements. Voilà. C'est autre chose dont il est question dans l'Église, au fond, pour que l'Esprit puisse souffler, et où, d'une certaine manière, le baptême est le lieu absolument central qui fait l'Église. Et qui fait une Église dans laquelle ce qui compte le plus, c'est de nous parler, de nous exposer, comme dirait Fabrice, d'entrer en relation avec l'autre, de prendre la place de l'autre pour comprendre pourquoi il pense le contraire de ce que je pense moi, par exemple. Bon. Et donc de marcher, sunhodos en grec, de marcher ensemble vers le royaume de Dieu. Voilà. Et donc ça, c'est une révolution spirituelle, théologique, ecclésiale, pastorale dans notre Église, qui ne fait que commencer. Bon, et je retiendrai ça. Et vous, Fabrice Hadjadj, s'il y avait un plan de vigne comme Noé que vous voudriez prendre avec vous pour le replanter plus tard et qui viendrait justement de ce pontificat du pape François, qu'est-ce que vous retiendriez ? Je pense que la question de l'écologie, c'est une question qui était là. Enfin, c'était Benoît voulait faire aussi une encyclique voilà, sur l'écologie. Donc il y avait une tendance. Ce qui est effectivement tout à fait original et qu'a bien souligné Gaël, et j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, c'est de reconduire ça à la question de la vie en général, mais de reconduire toute la question de l'écologie à, je dirais, une sorte d'économie universelle de la mission. Voilà. Parce que moi, ce qui me semble, c'est que ce que les écologistes, au sens scientifique du terme, appellent interdépendance du vivant, c'est l'idée que tout être, en tant qu'être, est toujours lui-même, par d'autres, avec d'autres et pour d'autres. Et que tout être est d'une certaine façon envoyé. Et c'est pour ça que pour moi, le grand texte, ça reste il y en a deux en fait. C'est le premier texte du pontificat, Evangelii Gaudium, qui en fait parle de cette dimension essentielle de la mission pour chaque être, et forcément de manière emblématique pour l'homme. Je suis une mission sur cette terre. Je suis là. Chacun est là pour une mission, pour bénir, pour vivifier. Mais ce qui m'a frappé le plus, voilà, je pense, c'est ce qui a été finalement peut-être le pénultième ou l'antépénultième mot de ce pontificat, parce qu'il y a eu entre-temps Dilexit Nos, et puis le texte aussi sur le jubilé, c'est sa lettre sur le rôle de la littérature dans la formation et dans la formation des prêtres. Je crois qu'il y a trois choses qui ont rendu ce pontificat, bon, outre la personnalité de François, parce qu'on a attaqué des choses sur le magistère, sur autre chose, mais en fait, son magistère est tout à fait traditionnel et dans une tradition vivante. Enfin, il n'y a vraiment rien. Enfin, moi, ça ne m'a jamais... Tout ce qu'il dit... Bon. La gouvernance était plus difficile, parce qu'il a son tempérament, et je pense que ça a été problématique. Et c'est pour ça que beaucoup spéculent en disant on va prendre quelqu'un qui va calmer le jeu. Bon. Mais ce qui me semble vraiment original, outre le fait que c'est la première fois qu'on a un pape jésuite, d'où le décalage, ou la première fois d'un pape du Nouveau Monde, d'où le décalage. Comment vous pouvez parler, quand il parle d'immigration pour un Européen et pour quelqu'un dont le pays a été entièrement construit sur l'immigration et le mélange des cultures, enfin voilà, donc il ne faut pas faire de faux procès à François. Mais il y a quelque chose qui pour moi est très très fort, c'est son sens, ouais, quand il dit le temps est supérieur à l'espace, quand il insiste sur le particulier, sur les personnes plutôt que sur les idées, ces fameux principes qu'il pose dans Evangelii Gaudium, c'est que c'est un pape de la narration. En fait, on ne peut pas le comprendre, même par exemple son texte Amoris Laetitia, où j'ai des amis qui sont indignés du fait qu'on a l'impression qu'il joue avec l'inviolabilité des préceptes d'une certaine façon, mais parce qu'il a le sens du trajectoire des personnes, on va dire des cas particuliers, ce qui est propre à la casuistique jésuite, mais je pense chez lui à sa lecture de la poésie et à sa lecture des grands romans. Donc c'est notre pape le plus romanesque des derniers, pour ne pas dire même sous un certain rapport des plus romantiques. Son écriture s'en est ressentie parce que c'est un pape qui dans ses encycliques évoque des souvenirs personnels, des petites choses. Ouais, ça c'est le rapport à la poésie, c'est vraiment très étonnant. Et puis qui dit
attention, la morale, c'est pas un précepte et je l'applique comme ça au moule à gaufre. Non, ce qui est intéressant, justement, c'est la dimension tragique de l'existence. Il le dit dans ce texte sur la littérature, il dit qu'il aime le tragique, les auteurs tragiques, et qu'il y a quelque chose qui est toujours l'expérience à la limite, où l'existence humaine est un drame de rédemption, où les personnes qui vont au fond du gouffre sont aussi celles qui vont être mystérieusement relevées. Et ça relève de ce que Pascal, parce qu'il voulait aussi béatifier Pascal, il ne faut pas oublier, quand il dit la vraie morale se moque de la morale, voilà. Mais lui avec un sens plus narratif que Pascal, même si Pascal trouvait cette narrativité dans la Bible. Voilà, pour moi c'est ça ce que je trouve, c'est-à-dire ce sens de la primauté de l'histoire sur les concepts, du fait que chacun est une histoire, que chacun est une mission, et que la Bible nous parle en racontant des histoires avant d'être des traités et avant surtout de nous asséner des leçons. Du coup, on a établi durant cette discussion ce qui pouvait nous inquiéter dans la perte de relations que l'on pouvait avoir, notamment à cause de la machine. Vous avez dit aussi ce qui vous tenait à cœur entre les lignes de vos réponses, et notamment à travers ce qui vous a touché dans le pontificat du pape François. Mais du coup, comment est-ce que ce qui nous tient à cœur, justement, et ce qui vous tient à cœur, on pourra le transmettre dans ce monde où on sent qu'il y a des bouleversements climatiques, le retour des empires, le tsunami peut-être de l'intelligence artificielle. Comment discerner ce dans quoi, du coup, peut-être politiquement, nous devons nous engager? Par exemple, si je prends à nouveau l'exemple de l'intelligence artificielle, est-ce que l'Europe, et là je me tourne peut-être d'abord vers vous, Gaël Giraud, est-ce que l'Europe, elle doit se dire il faut que nous nous engagions dans la recherche sur l'intelligence artificielle, que nous développions des moyens pour rester les premiers et garder une voix et peut-être témoigner de ce que notre culture, parmi d'autres, a à témoigner, ou bien de se dire non, l'intelligence artificielle est par essence mauvaise et nous devons nous en dégager. Comment est-ce que vous abordez du coup cette question, justement pour pouvoir transmettre ce qui nous tient à cœur? Alors, il ne s'agit certainement pas de dire non, c'est par essence mauvais, donc nous retirons du monde pour regarder les autres agir à notre place. Je crois que sur la question de l'IA pour l'Europe, il y a deux enjeux. Il y a les IA génératives, donc du type ChatGPT, DeepSeek, Mistral pour la France, etc. Et puis il y a les IA spécialisées dont on a parlé tout à l'heure pour la médecine, la justice, etc. DeepSeek, qui est donc le concurrent chinois de ChatGPT, a rendu en accès libre son code. Donc aujourd'hui, n'importe quel informaticien un peu formé sur les questions de réseau de neurones peut lire, récupérer, emprunter, importer DeepSeek. Je traduis, c'est comme si Coca-Cola avait donné sa recette à tout le monde. Voilà, exactement. Et donc les Chinois, en faisant ça, ont désamorcé volontairement la tentation d'une privatisation absolue de l'accès à ces codes-là. Ils en ont fait un open source disponible pour les informaticiens. Et donc, si nous faisons de ce que nous sommes capables de faire avec les logiciels d'IA des communs, donc des ressources partagées, accessibles à tous, à ceux qui en ont les moyens, il faut avoir les compétences, évidemment, alors oui, dans ce cas-là, l'Europe a tout à fait un rôle absolument central à jouer. Mais ça veut dire qu'elle s'inscrit aujourd'hui dans une guerre culturelle contre ce que fait la Californie, trumpienne, ou celle d'Elon Musk, qui va exactement en sens contraire. Et du coup, moi, je crois que, alors aujourd'hui, vraiment, il y a un enjeu absolument fondamental, politique, pour le coup, à ce que l'Europe prenne la décision collective, ensemble, j'allais dire en allemand « gruppiert », de ne pas courber les chines face aux rodomontades et à la surenchère que l'équipe Trump est en train d'essayer d'imposer au monde entier. Je crois qu'il y a un enjeu colossal qui est de prendre au sérieux la révolution féodale ou techno-féodale que l'équipe Trump essaye de faire adopter par les États-Unis, de prendre au sérieux l'idéologie sous-jacente qui est celle, on pourrait dire, de ce que les Américains appellent le Dark Enlightenment, donc les lumières sombres. C'est Curtis Yarvin qui est derrière ça, qui est un blogueur dont vous avez peut-être entendu parler,
Mais derrière ça, il y a un vrai projet, il y a un vrai agenda philosophico-politique, disons, hein, de remise en cause de toute une série de questions fondamentales liées à la démocratie, au rapport à l'autre, à la xénophobie, au racisme. Oui, peut-être Voilà. pouvez-vous expliciter justement ce qu'il entend par lumière sombre? Alors la lumière sombre, voilà, c'est une espèce de programme politique dont l'un des penseurs, on ose à peine appeler ça un penseur, mais bon, c'est Curtis Yarvin, qui est un blogueur, ingénieur informaticien de formation, et qui dresse une espèce d'agenda politique qui est celui de Trump, véritablement, hein, qui est fondamentalement xénophobe, antidémocratique, hostile à l'écologie, raciste, antisémite, etc. Voilà. Et donc, je nous dis ça parce que nous autres, en Europe, on se sent finalement, on est tellement, comment dire, ébahis par la bêtise des propos tenus par Trump. C'est une erreur, je pense. Hein. Il faut se rappeler qu'au début de sa carrière, disons Mussolini, en Italie, faisait rigoler tout le monde. Hein, les Italiens ne prenaient pas Mussolini au sérieux. De la même manière que Beppe Grillo, en Italie encore, était a priori un grand clown des médias sociaux. Bon. Ce qui est tragique, ce qui est gravissime, c'est que ces clowns peuvent se révéler extrêmement dangereux. Et donc, il y a un vrai enjeu, je crois, pour nous, Européens. Alors, on peut décliner sur la question de l'IA. Est-ce qu'on fait de l'IA un commun, partageable pour tous ? Ou bien est-ce qu'on en fait une ressource privative qui va permettre de capter en fait les ressources des autres? Bon. Et ça vaut à peu près pour tout. Donc il y a un vrai... je crois qu'on est à une croisée des chemins historiques aujourd'hui pour l'Europe. Est-ce que l'Europe consent à se construire comme un sujet politique qui ne va pas courber les chines par rapport au nouvel ordre du monde que l'équipe Trump est en train d'essayer d'installer ou non? Ou bien est-ce qu'on va laisser en fait Trump négocier pays par pays en imposant ces conditions, en quel cas ce sera très très difficile de résister. Voilà. Et ça justement, vous êtes un observateur de l'Union européenne, notamment sur le plan social et écologique. Vous la pensez capable et suffisamment unie de répondre à ce défi? Alors, on en a les moyens techniques, il n'y a aucun doute. Hein. Donc l'Institut Rousseau, que je préside, a fait un rapport qu'on a rendu au Parlement européen en janvier 2024 sur un chemin de décarbonation nette de l'Union européenne d'ici 2050. Donc c'est possible techniquement, on n'a pas besoin d'un deuxième Einstein. Ça coûte, d'après le travail qui a été fait par la centaine d'ingénieurs qui ont contribué à ce rapport, 2,3% du PIB de l'UE chaque année. On peut entrer dans le débat sur la question de savoir si c'est finançable ou non. Ma réponse est oui, parce que, ça va peut-être vous étonner, mais je pense qu'il n'y a pas de problème de dette publique en Europe, fondamentalement. Je sais bien qu'on dit exactement le contraire tous les jours, hein, 15 fois par jour. Mais... Parce que finalement, on ne doit jamais rembourser la dette? Oui, tout à fait, exactement. Mais je pourrais expliquer un tout petit peu davantage si vous le souhaitez. Et donc, la grande question, c'est plutôt, est-ce qu'on peut s'unir pour le faire? Donc, Mario Draghi, il y a 3 semaines à peu près, a exprimé sa colère au Parlement européen en disant, en fait, tant qu'on garde la règle de l'unanimité, on n'y arrivera jamais, parce qu'on va être bloqué, par exemple, par un veto hongrois. Donc là, il y a une vraie question politique aujourd'hui au sens propre du terme à se poser. On ne peut plus simplement se contenter d'appliquer des règles. Est-ce qu'on veut donner un destin unifié à l'Europe, oui ou non? Et qui veut le faire et dans quelles conditions? Voilà. Est-ce qu'il y a les déterminations politiques aujourd'hui pour le faire? C'est moins sûr. Mais est-ce qu'on a le choix? J'en suis pas convaincu non plus. Voilà. Sinon, l'Europe va se laisser, je crains un petit peu, dépecer par d'un côté des États-Unis où Trump projette de s'installer à vie. Trump espère bien passer par-dessus bord la démocratie américaine. Ce n'est pas du tout une plaisanterie. Et de l'autre côté, disons une Russie qui est quand même capable aussi du pire. Et en face, encore une Chine qui n'est pas un allié absolument naturel. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait le choix, mais c'est une opportunité aussi extraordinaire pour qu'on réussisse enfin, disons, cette unité politique de l'Europe que nous n'avons pas réussi à mettre en place dans les années 90. Fabrice Hatchach, vous avez beaucoup travaillé la question de la technique aussi en tant que philosophe. Je me permets de revenir sur un point qu'a dit Gaël Giraud en disant qu'il ne faut pas considérer l'intelligence artificielle comme étant par essence mauvaise. Comment est-ce que vous abordez cette question? Est-ce que les techniques sont neutres par elles-mêmes, que tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, ou bien il y a des techniques comme peut-être l'intelligence artificielle dont il faut se méfier parce que leur essence serait mauvaise? Alors le prince de ce monde peut se servir de tout. Voilà. Y compris de la Bible, y compris... Donc c'est la première chose. Donc il faut faire très attention. Bien sûr que
et tout ce que même tout ce qui viendrait d'une certaine façon des instigations du prince de ce monde, nous devons aussi les récupérer d'une certaine façon, leur donner le baptême et voilà et les réinstaller en fait comme des créatures à leur place. Voilà. Maintenant, ma question, en fait, il y a plusieurs choses. Moi, je travaille pas du tout à ce niveau-là, en fait. Et, alors je ne vais pas dire plus modestement, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un de modeste. Mais la première chose, je vais revenir sur deux choses. Bon, la question de Trump et de ce qu'est Trump, je voudrais quand même dire que oui, Trump est un personnage effectivement clownesque, dangereux, etc. Mais moi, ce qui m'interroge, parce que j'ai des amis américains, j'enseigne parfois à San Francisco et même des gens que j'estime énormément, qui sont des grands penseurs et qui ont voté Trump et qui ont vu... je connais des gens qui sont... j'ai des amis qui connaissent bien J.D. Vance, par exemple, le vice-président, qui est aussi un catholique. Et d'ailleurs, j'ai lu un peu son Hillbilly Elegy, qui est un livre vraiment très intéressant. Donc ma question, c'est que ce qui l'a fait venir au pouvoir, c'est un attelage où il y a aussi beaucoup de catholiques conservateurs, et des gens brillantissimes aussi, pas que des imbéciles. Donc moi, ma question, c'est aussi de dire, qu'est-ce qui s'est passé chez les démocrates aussi, pour qu'ils n'aient pas pu empêcher une telle élection? Parce que la question, c'est, il n'y a pas Trump, qu'est-ce qu'il y a à la place? Et en fait, voilà, ça c'est un problème américain, donc je peux pas, parce que pour moi, il y a plein d'éléments, et j'ai du mal à pouvoir en juger de manière trop générale. De l'autre côté, je ne connais pas les organisations internationales et je suis pas capable de faire des rapports ou de savoir même la valeur d'un rapport. Mais ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle prend la place du vide qui est laissé justement par l'absence de communauté et puis par l'absence aussi dans la vie morale. Dès qu'on enlève les valeurs, j'aime pas le mot valeur, mais oui, les valeurs maximales, c'est tout de suite le plus bas qui rentre. C'est pas gradué. C'est-à-dire que dès que vous enlevez la disposition au martyr, la disposition à témoigner de la charité jusqu'au bout, à donner la vie en dépit du drame, à l'héroïcité, à toutes ces choses-là, qui sont d'ailleurs nettement parodiées par le Trumpisme et tout ça. C'est ça qui est très intéressant d'ailleurs. La singerie de tout cela, mais pour montrer, voilà, et comment ça peut rejoindre le plus bas, la singerie de tout ça. Mais dès qu'on enlève ça, dès qu'on enlève aussi la force de la vie commune, d'être ensemble, de partager le pain et le vin ensemble, à avoir des conversations ou à avoir la joie même de chanter un verre d'eau, dès qu'on enlève ça, en fait, effectivement, forcément, on se connecte. On a tellement rien à faire qu'on demande même à ChatGPT de nous faire une critique de ChatGPT. Vous voyez, moi j'ai un ami qui est hyper écologiste et qui a demandé à ChatGPT d'organiser un ami, c'est plus un ami, mais justement à cause de ça, il ne cesse de faire des entretiens virtuels de moi et lui, faits par d'une intelligence artificielle, vous voyez. Lui qui est beaucoup plus écologiste, pur et dur, panthéiste, etc. que moi. Et donc voilà, donc on en arrive à cette sorte de folie-là parce que nous sommes en manque de petites communautés. Donc moi, je n'ai pas de proposition à faire à l'Union européenne. Il y a eu Philanthropos, il y a ma famille qui est aussi vaste, une grosse communauté. Et puis, le fait que je parte maintenant en Espagne pour créer une école avec une dimension hispano-américaine pour que des jeunes puissent vivre, voir, savourer le travail manuel, la proximité d'être ensemble, de faire du théâtre, de porter dans leur chair, de réchauffer dans leur voix des grands textes et de ne pas avoir peur de prêcher l'évangile aujourd'hui, de prêcher l'espérance dans un monde désespéré, sans honte. En fait, voilà, je crois, moi, à la recréation de ces petites communautés. Et d'une certaine façon, on y est forcé maintenant sous peine de mort.
On parle de l'intelligence artificielle qui va détruire certains travaux. Oui, beaucoup. En fait, ce qui se passe, ce qu'a très bien montré Matthew Crawford, que je fréquente d'ailleurs à San Francisco quand je vais là-bas, c'est que tous les trucs des cols blancs en fait disparaissent parce que l'intelligence artificielle peut les remplacer. Donc les travaux de bureau, les travaux de bureau et tout ça, mais qu'en revanche, il y a une réévaluation des cols bleus parce que voilà, on peut pas planter un clou avec Internet. On peut pas. Vous avez un problème de plomberie, si vous avez. Et donc en réalité, voilà que, je sais pas, une figure comme celle du plombier qui vient déboucher vos WC, vous voyez, qui rentre dans cette intimité, qui rencontre les gens, qui, bien tout d'un coup, les salaires sont réévalués à la hausse, voilà, alors que d'autres disparaissent. Des ingénieurs sont moins bien payés maintenant que certains artisans. Et au fond, voilà, il peut aussi se passer des phénomènes de ce genre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment on retrouve des vrais métiers, comment on se retrouve même reconduit, soit par réaction, mais soit aussi parce que... Voilà, en fait, il y a un autre phénomène que je trouve extraordinaire. On est tellement en voiture, en transport en commun, ou même assis devant ces écrans jusqu'à avoir des thromboses, que j'ai des jeunes qui arrivent et qui font... Le chemin de Saint-Jacques l'été, ils disent « j'ai découvert un truc incroyable, j'ai marché. » C'est incroyable, c'est vrai. On est les premiers. Autrefois, les gens, ils ne faisaient pas des pèlerinages pour marcher, je vous le rappelle, parce qu'ils marchaient tout le temps. Ils faisaient un pèlerinage pour faire un pèlerinage. Ils allaient à Saint-Jacques, voilà, c'était leur vie intérieure. Non, là, on retrouve son corps. On a créé une société incroyable aussi pour ça. Et moi, ça me plaît, ça, en fait. Je veux dire, les gens qui disent... C'est merveilleux, on marche, on a des jambes. Vous voyez, on se paralyse tellement qu'on est très facilement comme les vrais miraculés, c'est-à-dire à s'émerveiller de « Oh, je vois ». Bah oui, connard, tout le monde voit. Oui, mais tu comprends pas, je vois. Bah oui, ouais, je vois. Je marche. On est ensemble là. Et on peut s'émerveiller d'être ensemble et on peut supplier Dieu de voir que cette merveille est sans cesse menacée et même va être sur le point d'être détruite. Et voilà, et on est au cœur de cette réalité. Moi, ce sont ces petites réalités-là, en fait, sur lesquelles je travaille. Justement, avant de vous laisser poser les questions, face à ces incertitudes et ces inquiétudes qui peuvent nous saisir dans notre quotidien devant l'avenir que l'on craint, comment justement élargir nos cœurs, notre intelligence, comment assouplir notre vie intérieure pour ne pas céder au cynisme et à la peur. Il y a sans doute beaucoup de réponses, mais si vous deviez donner une courte réponse l'un et l'autre, qu'est-ce que vous diriez ? Si je commence. Moi, je dirais vraiment, il y a quelque chose de fondamental dans l'Évangile, c'est la règle d'or que le Christ formule à la fin du discours sur la montagne dans Matthieu et à la fin du discours dans la plaine chez Luc, qui est la suivante. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Et donc, c'est une reformulation positive d'une règle d'or qui était bien connue de la tradition rabbinique avant le Christ, qui était négative. Tout ce que vous ne voudriez pas que les autres fassent pour vous, ne le leur faites pas. Vous n'avez pas envie qu'on joue du violon à 2h du matin à côté de chez vous, mais vous jouez du violon à un autre moment qu'à 2h du matin. Bon. Mais la version du Christ dans les évangiles est positive. Donc elle ouvre à l'infini du désir tout ce que vous voudriez, et elle nous appelle à oser mettre mon désir au service du désir de l'autre. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Donc ça présuppose de faire cette expérience dont on a parlé tout à l'heure, qui est de me mettre à la place d'autrui, sans quitter la mienne, accepter de mettre mes pieds dans les chaussures de l'autre pour comprendre où le pousse le désir de l'autre, pour me mettre à son service. De manière intéressante, j'ouvre juste une petite parenthèse. Lorsque le pape François est venu ici en septembre dernier, il est venu parler à la communauté jésuite Saint-Michel, et un compagnon lui a demandé, très Saint-Père, comment est-ce qu'on fait pour évangéliser dans un pays aussi sécularisé que la Belgique ? Et François a eu cette réponse que j'ai trouvée vraiment intéressante. Il a dit, mais écoutez, dans le dialogue que vous pouvez nouer avec des personnes que vous rencontrez en Belgique, ce qui compte, c'est que votre interlocuteur ou votre interlocutrice fasse l'expérience que vous êtes prêt ou prête à vous mettre à son service. Donc à vivre Jean 13, le lavement des pieds, pour lui ou pour elle. Autrement dit, à vivre la règle d'or.
S'il fait cette expérience, alors votre parole sera crédible et la question de la sécularisation ne sera pas un obstacle à une évangélisation en vérité. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je comprends ce que nous a dit le pape François. Donc je dirais ça comme réponse. Et je me permets de rebondir de manière peut-être extrêmement naïve, mais en quoi justement se mettre dans les pas de l'autre, prendre la position de l'autre pour comprendre ce qu'il voit, en quoi est-ce que ça peut nous rendre profondément heureux justement? Parce que ça me donne, idéalement, ça me donne accès à la source de la joie de l'autre, si l'autre veut bien. Pour dire les choses un peu autrement, disons très rapidement, moi je dirais, nous avons tous, Fabrice, Bosco, moi-même, chaque personne ici, un jardin secret à l'intérieur duquel il y a un puits, au fond duquel il y a une source d'eau vive jaillissante. Ça, c'est le vocabulaire du Christ avec la Samaritaine, au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Cette source d'eau vive, on pourrait dire, c'est l'Esprit qui est en moi, l'Esprit de Dieu. Simplement, voilà, avec nos vies cabossées, il arrive que j'ai perdu la clé du portail pour entrer dans mon jardin à moi, ou bien si je sais encore y entrer, il y a des broussailles, il y a des ronces, des orties, je ne sais plus le chemin du puits, ou bien le puits est encombré de gravats, il y a des grosses pierres qui ont été roulées, ou bien je crois que la source est tarie, ou bien que l'eau est empoisonnée, voilà. Alors, de consentir à mettre mon désir, au service du désir de l'autre, c'est rendre possible que nous puissions entrer dans le jardin ensemble pour débroussailler ensemble, voilà, retrouver le chemin et aller puiser ensemble à la source. Voilà. Et donc, je peux aussi être hospitalier, laisser l'autre aller puiser à la source de ce qui, moi, me donne de la joie, et ensuite aller puiser à la source de l'autre. Donc ça, c'est ça le bonheur. Et vous, Fabrice Adjadj, quel conseil donneriez-vous justement pour élargir notre vie intérieure? Moi, je suis nul en conseil. Vraiment, c'est pas... Parce que d'abord, j'ai toujours peur de charger les autres d'un fardeau que je ne bouge pas moi-même du petit doigt. Donc, toujours ma question, c'est de commencer par moi-même. Enfin, moi, pour ce qui me concerne, je voudrais dire ça parce que souvent on parle de dignité humaine, etc. Mais ce qui me sauve à chaque fois, c'est le sentiment de mon indignité. D'ailleurs, c'est très bien parce qu'on dit toujours, je sais que les chrétiens parlent souvent de dignité humaine, mais à chaque fois qu'ils vont communier, ils disent « Seigneur, je ne suis pas digne ». J'aimerais comprendre, en fait, vous voyez, il faut articuler les deux, en fait, cette question de la dignité humaine, mais aussi c'est Chesterton qui disait ça, il disait, ce colonel à la retraite, qui est très imbu de lui-même, il va dans un restaurant et on lui sert quelque chose, il dit « Ah mais... cette côtelette, vraiment, c'est pas digne d'un colonel. » Ouais, bon, ouais, donc tout est... Mais et il dit le principe de l'action de grâce, c'est le sentiment de son indignité, à l'inverse. Et je vois bien ça, parce qu'on s'endort, on est des enfants gâtés, et j'ai une femme formidable, mais bien sûr, la vie conjugale est le lieu des plus grandes exaspérations. Donc forcément, il y a des moments où je peux devenir infect et tout d'un coup, je dois revenir à ce moment-là où je sais que par moi-même, en fait, je suis fait pour l'enfer et que je suis indigne vraiment de tout ce que j'ai, Et c'est là, en fait, c'est à partir de là où tout m'est redonné. Mais parfois, dans ma vie, il faut vraiment parce qu'on parle du tragique, mais de ce mystère... ce qui est dit sous cette forme de règle d'or, moi je le vois, c'est ma mentalité justement narrative, dramatique, sous la forme justement du triduum pascal. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vois qu'il faut que je retouche le fond de mon néant pour que et c'est dur, parce que c'est toujours plus profond. On s'imagine que non, ça y est, non, il y a encore plus bas. Mais à chaque fois aussi... les choses nous sont redonnées aussi dans une lumière, dans une gratuité encore plus grande. Voilà. Donc c'est pas un conseil que je donne. Je vous dis comment ça se passe chez moi. Voilà, c'est ce que je peux faire de mieux, je pense. Merci beaucoup. Alors je me tourne, je ne sais pas où aller, mais vers la petite équipe qui, je pense, a recueilli les questions pour voir du coup s'il y avait des questions de votre part. J'espère que vous avez tous bien scanné
et demandez à l'intelligence artificielle de reformuler vos questions. Hein. Moi, je ne prendrai pas une seule question qui ne soit pas reformulée par une intelligence artificielle. Et d'ailleurs, moi-même, je vais faire une réponse, je vais aller chercher mon ordinateur. Alors, on a une première question de Jean. Je ne sais pas si elle s'adresse plutôt à Fabrice ou à Gaël, mais vous pourrez tous les deux y répondre. La question, c'est qu'est-ce qui pourrait motiver nos contemporains sans espérance chrétienne à redécouvrir le tragique plutôt que de profiter de son absence? Pardon. Oui, je vais redire. Qu'est-ce qui pourrait motiver nos contemporains sans espérance chrétienne à redécouvrir le tragique plutôt que de profiter de son absence? Oui. Moi, je peux dire un mot là-dessus. Il y a un sous-entendu dans cette question qui vient de Jean, si j'ai bien compris, c'est ça, le disciple bien-aimé. C'est que c'est fini ce truc-là, on va essayer de défendre des valeurs chrétiennes sans le Christ. On va essayer de faire en sorte que les gens trouvent un salut, mais en dehors du salut. Moi, je ne comprends pas cette question. Comment faire des gens qui n'ont pas d'espérance chrétienne pour qu'ils soient motivés? Il faut évangéliser pour qu'ils aient l'espérance chrétienne. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est fini aujourd'hui. Maintenant, on est dans des temps extrêmes. Donc c'est todo o nada. Voilà. C'est ça. Donc pour moi, je ne suis pas en train comment dire, d'ergoter en disant, mais alors attends, je vais essayer voilà, qu'on continue à ça, parce que je veux mon confort en fait. D'abord, je veux pas qu'on me persécute, surtout. Voilà, moi j'ai l'espérance chrétienne, mais vous ne me persécutez pas, soyez sympa avec moi, voilà, soyez mes contemporains gentils. Et puis qu'on partage des valeurs communes qui sont fondées sur quoi? Qu'est-ce qui fonde? Le monde subsiste dans le Christ. Depuis Pascal au moins, on sait que voilà, il n'y a pas à défendre des valeurs naturelles qui pourraient subsister en dehors du Christ. Ça n'a pas de sens. Donc il faut sortir de ça. Le monde est en train de crever parce que nous n'évangélisons pas, parce que nous n'annonçons pas la bonne nouvelle, parce que nous ne sommes pas des témoins de cette bonne nouvelle, en n'ayant pas peur de faire des choses folles comme avoir beaucoup d'enfants ou être un jésuite dans des organisations internationales, en train d'essayer d'expliquer à des gens qui sont des technocrates obtus qu'il faut décarboner parce que c'est l'honneur de l'Europe qui est en jeu. Vous voyez, il y a que Gaël Giraud qui fait ça. Mais il est fou, il a l'espérance chrétienne, c'est tout. Voilà, mais c'est ça en fait ce que je veux dire. Bon. Alors en deuxième question, on a « Pensez-vous que la démocratie reste un objectif en soi ? Y a-t-il d'autres moyens de servir le bien commun si le modèle démocratique n'est plus efficace ?» Oui, merci. Donc là aussi, il y a un présupposé qui est que le modèle démocratique n'est plus efficace. Donc est-ce que l'objectif de la vie politique, c'est d'être efficace? Et qu'est-ce que veut dire efficace ici? Bon. Donc ça, c'est la question à celui qui pose la question. Moi, j'aurais tendance à dire, cette prétendue fatigue démocratique dont on entend parler depuis un petit moment maintenant est extrêmement dangereuse. La démocratie, c'est l'institutionnalisation politique du débat et du fait que nous ne savons pas ce que nous voulons faire ensemble, mais que nous croyons que dans la discussion, nous arriverons à nous mettre d'accord sur ce que nous voulons faire ensemble. Ça passe au passage d'ailleurs par la règle d'or, et accepter de me mettre à la place d'autrui. Ils votent Vlaams-Belang et pour moi pas, et donc je vais essayer de comprendre pourquoi. Ils ont voté Trump, comment ça se fait? Donc si je ne fais pas l'effort d'essayer de me mettre à leur place pour comprendre quelle est la souffrance qui fait qu'ils ont voté Trump, bon, on n'arrivera pas à la démocratie. Voilà. Mais je pense que c'est très dangereux aujourd'hui de prétendre que la démocratie ne serait pas efficace et qu'il faudrait la remplacer par autre chose. Je donne un autre exemple. Au moment de la première vague du Covid, printemps 2020, en tout cas en France, je ne sais pas très bien comment ça s'est passé en Belgique, mais en France, on a eu des équipes médicales qui ont envoyé par-dessus bord toutes les règles bureaucratiques qui les enfermaient, parce que l'hôpital doit être un lieu de maximisation du profit, pour faire face à la vague et sauver des vies. Alors ils ont mis en commun leurs ressources. Vous avez des gens qui ne sont pas du tout médecins, qui ont fait avec des imprimantes 3D des masques pour respirer, etc. Bon.
Et des milliers de vies ont été sauvées comme ça. Et je vous rappelle, on a applaudi nos médecins, nos soignants pendant des semaines, le soir. Bon. Et c'est ça la démocratie. C'est croire que l'intelligence collective vaut beaucoup plus que la décision de tel ou tel. Donc s'en remettre à une espèce de tyran messianique qui, façon Trump, va décider à notre place de notre sort, c'est extrêmement dangereux. Je crois que c'est vraiment à ça qu'il faut résister à tout prix. Et donc je reformulerai la question, comment continuer de croire en la démocratie et continuer de la mettre en œuvre. Et ça suppose de croire de nouveau aux politiques, au fait que nous ayons un destin commun, par exemple en Europe, et que nous voulions discuter de la manière de le vivre ensemble. Voilà. Et ça suppose d'en passer par ce que tu dénonçais tout à l'heure, Fabrice, au tout début de la discussion, c'est-à-dire cette illusion que le marché va pouvoir remplacer la discussion. Hein, que la main invisible du marché, qui est un fantasme, pourra nous exonérer d'avoir à parler entre nous, à nous exposer, à nous engueuler dans notre couple, en communauté religieuse, on s'engueule aussi, hein, l'exaspération, ça existe aussi dans la communauté religieuse, etc. Voilà. Donc c'est cet effort-là auquel nous devons de nouveau consentir, je crois. Ce n'est pas une manière de yaka, etc. Mais enfin, voilà. Parce que la vie en communauté, ensemble, collective, elle passe par là, je crois. Oui, enfin, il y a juste une chose que je voudrais préciser, parce que, effectivement, tout pouvoir politique, de toute façon, doit viser le bien d'une multitude. Et donc, en cela, sa finalité est une multitude. J'aime pas dire le peuple, voilà, moi, je suis très Hannah Arendt là-dessus, voilà, c'est une pluralité. La deuxième chose, c'est que même si le mode de décision, par exemple, ultimement, parce que la question, c'est aussi le problème de la philosophie politique, c'est pas la nation, il y a des choses qui sont pré-politiques ou parapolitiques, mais c'est la Constitution. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait, même si on instaure des débats, pour que le débat soit pas sans fin, pour qu'on puisse prendre une décision, etc. Voilà. Mais même, à la limite, si on est dans un pays monarchique, comme l'est la Belgique, je crois, mais où même le roi aurait un pouvoir même de décision ultime, parce que c'est comme ça qu'est la Constitution, parce qu'il faut à un moment résoudre les choses, mais il aurait le devoir d'écouter, en fait, parce que comment est-ce qu'il pourrait être éclairé sur ce qui se passe selon les lieux, selon les gens. Donc la question n'est pas la question de la décision, en fait, c'est la question de est-ce que les gens ont un lieu pour parler. Et ensuite, la dernière chose, c'est que le but de toute la politique, qui n'est pas une fin, qui n'est pas la chose ultime, c'est de créer un espace pour que les gens puissent avoir des relations interpersonnelles. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, ce qui me gêne un peu dans la démocratie telle qu'elle a été pensée à partir du siècle des Lumières, c'est qu'elle politise trop ce qui est d'abord un enjeu interpersonnel. Comme si l'enjeu, c'était simplement de participer au jeu des institutions, alors que l'enjeu, c'est plutôt d'avoir des institutions qui nous permettent de bien vivre et qui se font oublier d'une certaine façon, au bout d'un moment, pour que nous puissions avoir des relations d'amitié, discuter librement, avec toutes sortes de gens, avec une multitude, même si moi, j'ai pas, ici, on dit qu'il y a beaucoup de musulmans, très bien, moi, je veux qu'ils viennent ici et qu'on puisse discuter ici. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. Donc, c'est la finalité même de la vie humaine que de pouvoir converser ensemble pour avancer ensemble vers le bien. Et vers le bien qui est déjà la communion de cette conversation. Merci à tous les deux. Troisième question, quelle est la définition d'intelligence à laquelle l'IA ne correspond pas, mais l'humain, oui? Comment la qualifier? Bon, d'abord, ce qu'a dit Gaël est très important. Ce qu'on appelle les intelligences artificielles sont des métaphores, on peut dire ça. C'est vrai que le mot est pris, je dirais, pas seulement métaphoriquement, mais analogiquement. Parce qu'on peut dire que quelque chose est intelligent parce que c'est bien fait. Ouais, bon. Mais ce n'est pas des sujets intelligents, c'est des objets effectivement extrêmement intelligents. Et ce sont des objets qui simulent des effets que pourrait avoir l'intelligence artificielle. Et parfois, la simulation est meilleure que si je demande à mon voisin de me parler, je ne sais pas, de ce qui m'intéresse, je ne sais pas, de Gustave Flaubert et de sa relation, par exemple, à Cervantes, à Don Quichotte. Si je demande à mon voisin, il ne va rien me dire. Je demande à une intelligence artificielle, je vais avoir plein de trucs vachement intéressants. Bon. Donc, la simulation peut être supérieure à... Voilà, ça fait aucun doute. Mais cette simulation ne produit que des copier-coller,
quand même ça, avec des choses qui sont d'abord fournies par des intelligences humaines. Il ne faut jamais oublier cette chose-là, parce que s'il n'y a pas des penseurs derrière, s'il n'y a pas, voilà, ce sont que des copier-coller. Bon. Donc, et maintenant, on peut avoir un copier-coller optimal, voilà, de très très bons résumés, mais ça coûte énergétiquement, enfin, ça détruit la planète, ça c'est sûr. Donc en plus, on a même fait un calcul qu'il valait mieux avoir des gens qu'on paye pour qu'ils nous résument les textes et qu'ils les lisent que d'avoir des intelligences artificielles. Ouais, c'est économiquement mieux. Donc voilà ce qui est en jeu. Alors maintenant, la question c'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine et au fond, derrière tout ça, se pose la question du vrai sens de intus legere, c'est-à-dire lire à l'intérieur. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Gaël sur le secret, parce que nous sommes des agents secrets. Mon prochain livre, je tiens à le préciser, précipitez-vous dessus, parce qu'il sort dans quelques semaines, à l'occasion de la sortie d'un film qui correspond à ce livre. Donc, c'est un livre sur Tom Cruise, qui s'intitule « Tom Cruise et sa mission impossible ». Et j'explore la figure, effectivement, de l'agent secret. Et le fait que nous sommes tous des agents secrets. Et j'essaye de voir pourquoi Tom Cruise, qui s'intéresse tant à la mission, et le pape François, qui s'intéresse tant à la mission, par où ils se rejoignent. Donc c'est ça le projet de ce livre. Mais ça pour vous dire que l'intelligence artificielle est dans une logique problème-solution. Mais une fois qu'on a tout solutionné, qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, c'est là que ça commence en fait. Bon. L'intelligence humaine, elle n'est pas simplement dans une logique utilitariste. Parce qu'on s'est rendu compte que même un blob qui n'a pas de cerveau, qui n'a même pas de multiplication cellulaire, d'une seule cellule qui multiplie ses noyaux, est capable, par exemple, quand on lui met différents aliments déséquilibrés pour lui, est capable de se ramifier de telle sorte qu'il fait le régime diététique le plus équilibré pour lui, automatiquement. De telle sorte qu'on a fait des algorithmes blob, en disant, mais c'est incroyable, trouver des solutions à des problèmes, le blob le fait. Donc il y a dans l'économie même du vivant des logiques de solutions à des problèmes qui sont des logiques de survie. Mais la survie, ce n'est pas la vie. À partir de quel moment on commence à vivre ? Et l'intelligence, elle est du côté de la vie, pas de la survie. Elle est du côté de se confronter au secret de l'autre, au mystère de l'autre. Le chanter, ne cesser de rassembler le monde, d'offrir le monde pour approcher ce mystère. Quand Proust écrit La recherche du temps perdu, et qui fait cela pour le rassembler autour d'un monde insignifiant, et une jeune fille qui est lesbienne, qui le trompe, etc., mais qui ont existé, et voilà que ce Faubourg Saint-Germain, Albertine, tout ça, toute une œuvre fait une symphonie pour dire ce mystère qui échappe de toute façon et qui nous appelle, qui attend la vision béatifique où à la fois on sera comblé, mais où le mystère sera de toute façon encore plus grand. Donc, c'est bien ça qui est en jeu. L'intelligence humaine, je disais, c'est celle qui contemple et qui s'émerveille et qui, face à, comme disait Henri Michaud, grand poète belge, le contemplatif est tellement émerveillé par la scintillation de l'eau qu'il oublie de nager. Et voilà, donc c'est aussi des formes d'inefficacité totale, d'impuissance, de désarmement. Donc le contraire de ce pourquoi est fait une machine qui a toujours une fin utilitaire de toute façon. Désarmement, justement, c'est la parfaite transition pour la prochaine question d'Arnaud qui nous demande défense ou transition écologique, faut-il choisir ? Je peux dire un mot là-dessus. Oui, la réponse très courte, c'est non. Et donc, il faut développer un peu. Je ne me prononce pas sur la question de savoir si l'urgence absolue aujourd'hui, c'est de se réarmer. Il y a un débat technique. Je parle avec pas mal de militaires ici, ou d'anciens militaires à Bruxelles. Voilà. Mais admettons qu'il faille nous réarmer et à très grande vitesse. Ce qui me paraît assez clair, d'après ce que je comprends, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, c'est que ça ne coûte pas du tout 800 milliards. Donc on n'a pas du tout besoin de mettre 800 milliards aujourd'hui pour avoir une armée européenne. Ça coûte de l'argent, mais pas 800 milliards.
La transition énergétique, par ailleurs, dont je vais parler tout à l'heure, c'est 2,3% du PIB, donc c'est un peu plus de 300 milliards tous les ans. Bon, on parle de ces sommes-là. Est-ce qu'on est capable de les mettre sur la table? La réponse est oui. Et donc, j'essaie d'expliquer rapidement pourquoi la dette publique n'est pas un vrai problème dans l'Union européenne aujourd'hui. Le ratio que tout le monde regarde et dont on nous rabat les oreilles à la radio et à la télévision, c'est dette publique divisée par PIB. Et donc, on nous dit, oulala, la Belgique est à plus de 100% maintenant. Donc, c'est la catastrophe. La France est à plus de 117%. Bon. Mais, première remarque, le Japon est à 250% avec ce ratio. Et les Japonais n'en sont pas morts. Bon. Ce ratio n'a strictement aucun sens. La dette publique, c'est un stock. Le PIB, c'est un flux de valeur créé sur une année. Donc, on mélange des carottes avec des tomates qui n'ont pas de sens. Premièrement. Deuxièmement, personne ne pense qu'on puisse rembourser la dette publique avec le PIB sur une année. La dette publique d'un État, elle est libellée sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous avez des bons du Trésor à 30 ans. Donc éventuellement, si on pense que la dette publique se rembourse avec du PIB, il faudrait regarder dette publique divisée par 20 PIB, à peu près, en moyenne. Donc là, si on prend l'exemple de la Belgique, ça fait tout d'un coup 5%. Alors là, on se calme tout de suite. Oui, 5%. Voilà. Mais personne ne croit qu'on rembourse une dette publique d'un État avec un PIB. Ça n'a aucun sens. Et puis, le secret de Polichinelle qu'il faut quand même dévoiler, tôt ou tard, c'est qu'en réalité, alors on l'a dit au tout début, Bosco, les États ne remboursent pas leurs dettes. Jamais. Et c'est tout à fait légal, c'est tout à fait admis. Voilà, simplement, on ne le dit pas, parce que si on le disait, on perdrait l'épouvantail que tout le monde agite en ce moment en disant « Ouh là là, nous sommes surendettés, c'est pas possible ». Bon. Pourquoi? Parce que lorsqu'un État a une échéance de remboursement de dette publique, qu'est-ce qu'il fait? Admettons, il doit rembourser 100. En fait, il emprunte de la main droite ce qu'il rembourse de la main gauche. Ça s'appelle rouler sa dette. Tous les États roulent leur dette depuis des décennies. Pourquoi est-ce que c'est admis par tout le monde et c'est parfaitement légal? Parce que, en fait, le banquier qui prête à un État qui s'endette n'a aucune envie que l'État rembourse sa dette. C'est pas ça qui fait le profit du banquier. Le profit du banquier, c'est le paiement des taux d'intérêt. Donc si un jour un État réussissait par extraordinaire, à rembourser la totalité de sa dette, il cesserait de payer des taux d'intérêt et le banquier cesserait de faire du profit. Ce n'est pas intéressant. Donc le banquier n'a pas du tout intérêt à ce que vous remboursiez votre dette. Au contraire, si vous roulez la dette en permanence, vous continuez de payer des taux d'intérêt. Et ça, c'est intéressant. Donc en réalité, tout le monde est content. Les États ne remboursent pas leurs dettes. Les créanciers, les banquiers, fondamentalement, continuent de faire du profit avec des taux d'intérêt. Donc tout le monde est gagnant dans cette affaire. Alors le point, ce n'est pas une manière de dire que la dette, ça ne compte pas, ça compte, mais le point central, ce n'est pas du tout le ratio dette publique divisé par PIB, c'est les taux d'intérêt. Parce que c'est ça qui fait le profit du banquier. Et pour payer les taux d'intérêt, en revanche, un État ne peut pas s'endetter de nouveau. Je ne peux pas emprunter auprès d'un banquier, ce qui va me permettre de rembourser des taux d'intérêt qui font son profit, parce que ça, il ne va pas accepter. Donc, ce qui se passe en vérité, c'est que lorsqu'un État roule sa dette, donc il emprunte de la main droite ce qu'il rembourse de la main gauche. Admettons qu'il rembourse 100, mais les 100, il les avait empruntés il y a 30 ans. Admettons que ce soit à 3%. Et donc cette année, il réemprunte les 100, mais cette fois-ci, supposons que ce soit à 5%. Donc le nominal de la dette n'a pas changé. Et d'ailleurs, au passage, ça vous a peut-être frappé. Depuis le temps qu'on parle d'austérité budgétaire et qu'on la pratique, il n'y a aucun pays industrialisé dont la dette publique est diminuée. Notre dette publique ne baisse jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne la rembourse pas. Donc, ce qui compte, comme je le disais, c'est le taux d'intérêt. Si j'avais emprunté à 3% et que maintenant je réemprunte à 5% pour rembourser, alors ce qui a changé, c'est que je vais devoir rembourser des taux d'intérêt à 5% et non plus à 3%. Donc le seul ratio qui compte vraiment, c'est est-ce que je suis capable de rembourser les taux d'intérêt? Et donc ça, c'est un ratio qui se mesure par le flux des taux d'intérêt que je dois rembourser chaque année, c'est bien un flux annuel, divisé par le flux des recettes publiques d'un État dans lesquelles il va puiser pour payer les taux d'intérêt. Ça, c'est un ratio qui a du sens. Et je peux vous dire par expérience, pour avoir, dans une vie antérieure, avant de devenir jésuite, travaillé sur les marchés financiers, c'est le seul ratio que les financiers regardent. Ils ne regardent pas du tout le ratio dette publique sur PIB. Ils savent bien que ça n'a aucun sens. Le ratio, donc service de la dette, les taux d'intérêt divisés par les recettes fiscales d'un État. Combien vaut-il pour la Belgique? Il vaut 4%. Donc, les amis, vous n'avez pas de problème de dette publique. Les marchés financiers, à tort ou à raison, peu importe, estiment que tant que vous êtes en dessous de 15%, vous êtes bien. Bon, la Belgique est à 4%.
La Suisse est à 1%. Mais voilà, mais la Suisse, c'est la Suisse, comme vous savez bien. Voilà. On ne peut pas rêver que tout le monde ressemble à la Suisse. La France est à 8,5-9. Alors la France est à 8,5-9. C'est 2 fois plus que la Belgique. Ce qui, d'ailleurs, au passage, si vous prenez le ratio stupide que tout le monde regarde, dette publique sur PIB, ne se voit pas. Parce que sur ce ratio, c'est 116, 117 pour la France, contre 100, en gros, pour la Belgique. En réalité, c'est 2 fois plus lourd pour la France que pour la Belgique, si on regarde le bon ratio. Mais ça n'est que 8,5-9 pour la France. Donc on est très loin des 15%. Donc la France non plus n'a pas de vrai problème de dette publique. Le Japon, qui, si vous regardez le mauvais ratio, est à 250. Donc on se dit les pauvres Japonais, mais ils sont tous morts. Le Japon est à 11,5. Alors on se rapproche des 15, mais on est toujours en dessous des 15. Il n'y a pas de vrai problème de dette publique. Au Japon non plus. Il y a un grand pays industrialisé qui est au-dessus de 15. Alors je vous laisse deviner duquel il s'agit. Ce sont les États-Unis. Les États-Unis sont à 20%, comme le Cameroun. Alors il y a un pays qui a un problème de dette publique, ce sont les États-Unis. C'est pour ça que Trump fait tout le cirque qu'il est en train de faire, c'est entre autres pour essayer de régler ce problème majeur qui est l'incapacité pour les États-Unis grandissantes de rembourser, non pas leurs dettes, puisqu'ils ne le font pas plus que les autres, mais de payer les taux d'intérêt. Ça devient un problème. C'est pour ça que c'est si important pour Trump que les taux d'intérêt restent bas. Et il va essayer de se débarrasser de Powell, le patron de la Fed, la Banque centrale des États-Unis, pour l'empêcher d'augmenter les taux d'intérêt. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça l'enjeu. Donc, conclusion, excusez-moi pour la démonstration, je m'arrête. Conclusion, nous n'avons pas de véritable problème de dette publique en Europe. On a tout à fait les moyens de financer et la transition énergétique et un effort de réarmement si on pense collectivement que c'est la priorité aujourd'hui. Merci. Voilà, merci. On a donc entendu que la relation était importante et qu'il fallait s'émerveiller. Donc on pourra le faire autour d'une bonne bière. En tout cas, Gaël Giraud et Fabrice Adjad, je vous remercie beaucoup pour cette conversation si riche et tous les fils que vous avez tirés avec nous ce soir. Un grand merci.